Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je vous propose aujourd'hui une vidéo en deux parties. Dans la première qui devrait être un petit peu plus courte, on va parler du ralentissement du marché de l'immobilier aux États-Unis. Et dans la deuxième partie, on va parler des derniers résultats de l'entreprise Home Depot, qui est une entreprise leader aux États-Unis dans le secteur des grandes surfaces de bricolage. Et en fin de vidéo, je vous montrerai donc mes chiffres par rapport à cette entreprise et à quel prix j'aimerais acheter l'action si elle devait un jour prendre une place dans mon portefeuille d'actions à dividendes par exemple. Pour information, je vous ai fait un nouveau format de présentation. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. C'est un petit peu différent. On va quand même encore regarder les indicateurs financiers, les courbes, etc. Mais donc voilà, j'essaie ce nouveau format et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, évidemment, vous pouvez aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir plus de contenu différent sur l'investissement. J'y poste aussi assez régulièrement. Donc le premier graphique que je dois vous montrer, c'est les ventes aux États-Unis de maisons, de condos, etc. Donc ce sont les ventes immobilières. Et là, on parle ici en volume. Et on voit que les volumes sont en train de tomber. Jusque encore fin 2022, on était clairement sur des volumes qui étaient au-delà de 6 millions par an de transactions immobilières. Et aujourd'hui, on voit qu'on a eu une très forte baisse sur les derniers mois. On est retombé sur les 4 millions de transactions en janvier 2023, donc sur l'année qui viendrait de s'écouler. Alors, une des principales raisons qu'on a déjà évoquées, qui est liée à la baisse de l'immobilier, au-delà évidemment du ralentissement économique, du fait qu'il y a de l'inflation, donc la vie coûte plus cher, on a moins de pouvoir d'achat, c'est aussi en fait les taux de crédit aux États-Unis qui ont explosé ces derniers mois. Donc là, c'est la courbe, on la regarde depuis le début des années 1998-2000. Alors ce graphique, on peut aller le voir directement sur le site internet parce que je vais vous montrer ce qui s'est passé ces dernières années. Donc si je le remonte juste avant 2020, on va se rendre compte donc en 2019, on était sur des taux qui étaient allés au plus haut à presque 5%. Ensuite, on a eu l'énorme baisse des taux, notamment due à la pandémie et les banques centrales qui ont baissé les taux directeurs pour aider les États à financer tous les plans d'aide qu'il y a eu. Et on voit ensuite depuis que ces derniers mois que la courbe a réexplosé puisqu'on a eu de l'inflation et donc la Banque centrale américaine a décidé de fortement remonter les taux. Et on voit qu'en 2021, on pouvait faire un crédit immobilier à taux fixe sur 30 ans en dessous des 3%, on pouvait aller même jusqu'à 2,65% au plus bas, on le voit ici. Et aujourd'hui, on a fait plus de x2, on est à 6,32 avec un pic il y a quelques mois à plus de 7. Donc forcément, à salaire équivalent, quand les taux fixes augmentent, le pouvoir d'achat des ménages baisse drastiquement sur l'immobilier, puisqu'ils peuvent emprunter beaucoup moins de capital. Et donc c'est une des principales raisons qui a clairement fait baisser aux États-Unis le prix de l'immobilier. Maintenant, on va voir la tendance continuer à se dessiner dans les prochains mois, sachant que la Banque centrale américaine a encore remonté très légèrement les taux, mais il y a beaucoup de prévisions du marché qui disent qu'il devrait bientôt arrêter de les monter. Ça, c'est que de la spéculation, on ne le sait pas. Par contre, ça a clairement un impact direct sur l'immobilier. Le dernier point que je vous montrerai avant de passer sur Home Depot, qui du coup est aussi impacté par l'immobilier, puisque clairement, ils sont dans la rénovation des maisons et dans la construction. Je voulais quand même vous montrer le prix de vente médian des maisons aux États-Unis. Donc on voit qu'on a eu une très belle augmentation depuis 2020, c'est même impressionnant. Là sur la médiane, on était à 320 000 dollars et on est monté en même pas 2 ans à plus de 460 000 dollars. Et là, d'un coup, vous voyez, il y avait une forte hausse et d'un coup, on a fait un plateau légèrement descendant. En un trimestre, il y a tout qui s'est calmé. Et donc, c'est clairement aussi lié, on l'a vu, les ventes qui ont commencé à baisser un petit peu avant aux États-Unis. Et donc, forcément, les prix arrêtent de monter puisqu'il n'y a plus autant d'acheteurs sur le marché que de vendeurs. L'offre et la demande est déséquilibrée et donc les prix arrêtent de monter. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer sur cette courbe? Est-ce qu'elle va faire un plat ou est-ce qu'elle va redescendre et est-ce que le prix de l'immobilier va commencer à fortement baisser aux États-Unis? Ça, évidemment, personne ne le sait, mais je tenais à vous en parler parce que ça aura un fort impact sur pas mal d'entreprises et notamment Home Depot dont on va parler après. Le dernier point que je vous montrerai aussi, c'est le personal saving rate. En gros, si on le résume, c'est l'argent qui reste à investir une fois qu'on a payé toutes les dépenses de la vie courante, tout remboursé, etc. Donc on voit que le personal saving rate aux États-Unis, il avait explosé durant la pandémie. C'est assez cohérent parce qu'il y a eu énormément de distribution de liquidités. Et on voit que depuis, il est en forte baisse et aujourd'hui, il est historiquement bas. Et les personnes sont autour de 3 à 4% d'argent restant à la fin du mois pour investir, donc en gros de l'épargne à investir. Ce qui me fait forcément dire que les personnes n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser dans de la rénovation de maison, dans embellir leur lieu de vie, etc. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous montrer ce graphique, parce que Home Depot, c'est précisément ce qu'ils font. Ils vendent du matériel pour rénover les maisons. C'est une enseigne de magasin de bricolage. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie, et donc on va parler de l'entreprise Home Depot. Donc, tout d'abord, l'entreprise, en fait, c'est la plus grosse entreprise aux États-Unis et même au monde de grande surface de bricolage en termes de part de marché. Il pèse 17% aux États-Unis. Et si on va sur le site de présentation aux investisseurs, donc on voit quelques statistiques qui nous montrent, notamment qu'effectivement, c'est le plus gros revendeur de matériel pour amélioration de la maison, donc en gros de bricolage
dans le monde. Ils ont aussi plus de 2322 magasins aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et voilà, ils nous montrent le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, quand est-ce qu'ils ont été créés, etc. Et donc pour vous dire, en gros, c'est vraiment une entreprise qui vend du matériel de bricolage, du placo, de l'électricité, de la peinture. Ici, on peut regarder des photos. Voilà, donc c'est clairement en fait des grandes surfaces comme on en trouverait en France, sauf que aux États-Unis, c'est eux les leaders. Juste avant les commentaires des résultats du dernier trimestre, je voulais vous montrer aussi le graphique sur le très long terme de l'entreprise, puisqu'en fait, c'est une entreprise qui a forcément beaucoup souffert durant la crise des subprimes, puisqu'ils sont dans tout ce qui est amélioration de la maison, bricolage. On voit qu'entre janvier, février 2017 et le plus bas au niveau de mars 2019, avant qu'on reparte à la hausse, c'est une entreprise qui avait corrigé de pas loin de 60%. Ensuite, entre 2007 et le moment où elle a retouché ce point haut en décembre 2011, il s'est donc écoulé plusieurs années avant que l'entreprise reprenne toute cette baisse qu'elle avait eue. Et ensuite, elle est montée de presque 600% par rapport au prix d'aujourd'hui. Et si on prend par rapport au plus bas du marché en 2017, eh bien, on aurait fait plus de 1500% d'augmentation. Mais c'est vraiment des chiffres assez anecdotiques puisqu'il faut vraiment avoir acheté le plus bas du marché il y a 15 ans. Maintenant, si on regarde l'action sur ces derniers mois, on voit qu'effectivement, elle a fortement corrigé depuis les plus hauts en janvier 2022. On voit qu'aujourd'hui, elle a corrigé de environ 30% et elle a aussi corrigé de 7% hier en bourse. Donc là, je vous fais cette vidéo au mercredi matin très tôt. Donc voilà un petit peu pour l'historique de l'entreprise. Elle a eu une très bonne performance sur ces 10 dernières années et c'est quelque chose qu'on va vraiment ressentir dans les chiffres. Quelques commentaires qu'on a eus de par la direction, et après on va regarder tous les indicateurs financiers, ce que je pense de l'entreprise. Donc déjà, ils ont dit qu'ils avaient vraiment une perspective en demi-teinte pour 2023 et une croissance des ventes plutôt plate. Et d'ailleurs, ça commence déjà à se ressentir dans les chiffres et c'est pour ça que l'entreprise a corrigé en boursière. La marge opérationnelle, elle devrait être autour de 14,5%, ce qui est un petit peu plus bas, on verra, c'est pas énormément plus bas, mais un peu quand même. Et c'est parce qu'ils vont allouer plus d'1 milliard de dollars à l'augmentation des salaires. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent en ce moment à licencier, à bloquer les salaires, à faire des freezes, etc. Eux, non, c'est une décision du management. Après, voilà, ils font une décision, ils informent le marché juge, mais en tout cas, ils précisent bien qu'ils vont augmenter pas mal de salaires. Et personnellement, dans Learning Calls, j'ai clairement eu l'impression qu'ils essaient de dire qu'ils s'en sortent pas si mal vu la situation économique. Et par contre, ils mentionnent bien qu'il va avoir un vrai impact du marché immobilier après une telle croissance durant plusieurs années, parce qu'on va le voir, l'entreprise, les chiffres ont explosé ces dernières années, et clairement, ils disent qu'ils risquent d'avoir, entre guillemets, des impacts de l'immobilier, et rien d'étonnant, vu les chiffres que je vous ai montrés juste avant sur l'immobilier aux États-Unis, forcément, ils risquent d'être impactés. Je vous propose maintenant de passer aux chiffres, et là je le précise, évidemment, ce n'est pas une analyse complète du tout, et c'est certainement pas un conseil. Je ne fais que partager ma vision à chaud en tant qu'investisseur particulier, qui pourrait peut-être un jour acheter l'action, puisque c'est une très belle entreprise à dividendes, qu'on va le voir, elle a un très bel historique, et si un jour elle était au bon prix, et on va regarder le prix aujourd'hui, et moi je vais estimer combien j'aimerais la payer, eh bien c'est clairement une action qui pourrait rentrer dans mon portefeuille. Donc maintenant je propose de passer aux indicateurs et ratios financiers. On va regarder la croissance passée et notamment la croissance du dividende qui est très belle et l'entreprise est vraiment une entreprise qui paie un bon dividende et qui l'a fait depuis de nombreuses années. Et après on regardera mes projections et un discounted cash flow pour estimer à combien je voudrais payer l'entreprise. Donc premièrement, si on va avoir pas mal d'indicateurs financiers pour passer très rapidement sur l'entreprise, on va voir que c'est une entreprise qui a une croissance sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires de presque 10%, ce qui est élevé, et on le verra historiquement, ils ont fait beaucoup moins avant, donc ils ont vraiment une belle performance sur les 5 dernières années. C'est une entreprise qui a une marge brute à 33,5%, opérationnelle à 15,3% et une marge nette à presque 11%. L'entreprise paye un beau dividende avec un rendement de 2,57%. Et d'un point de vue des valorisations, déjà on voit que le PI et le forward PI, ils sont pratiquement égaux. Donc ça veut dire que les analystes voient une très faible croissance, voire pas de croissance sur l'année qui arrive sur les résultats nets. Et on le retrouve ici avec le 0,40. On a un PEG ratio à 4,72, c'est très élevé. Donc ça veut dire encore une fois que le PI divisé par la croissance prévue par les analystes est plutôt très élevé, donc ça veut dire que l'entreprise serait chère par rapport à la croissance. Price to sales, on est à 1,93, c'est pas extrêmement élevé, mais c'est clairement au-dessus de 1. Et ensuite, price to free cash flow, on est élevé, mais on va le regarder le free cash flow parce que ces derniers mois, il s'est passé pas mal de choses. Et en plus, c'est une entreprise qui a beaucoup de stock puisqu'ils sont dans la grande distribution. Et en parlant de stock, si on prend le quick ratio et le current ratio, on voit que le quick ratio est très bas. Donc, on pourrait se dire il y a un problème sur la dette
par rapport au cash, mais en fait, il faut regarder le current ratio sur ce type d'entreprise, tout simplement parce que c'est une entreprise qui a énormément de stock. Ils ont du stock dans les magasins, ils ont beaucoup de marchandises, et forcément, quand vous regardez le quick ratio, vous regardez donc les actifs court terme contre les dettes court terme, mais vous dites que vous n'avez pas le droit de vendre les stocks. En gros, vous ne rajoutez pas les stocks aux actifs court terme. Et quand vous prenez le current ratio, vous le faites, vous pourrez aller voir la différence. Et donc c'est pour ça que sur ce type d'entreprise qui a beaucoup de stock, on a souvent une grosse différence entre le quick ratio et current ratio, et personnellement, je regarde le current ratio. On va maintenant aller en détail sur Macro Trends pour voir pas mal de graphiques. Donc tout d'abord, le chiffre d'affaires. On voit une très belle augmentation sur 12 mois glissant clairement depuis de nombreuses années. On voit aussi qu'ils sont cycliques. Si vous regardez, vous voyez qu'à chaque fois, on a des pics. Donc là, on est en juillet. Et ensuite, vous voyez clairement, quand l'hiver arrive, le revenu baisse, donc le chiffre d'affaires baisse et il remonte. Rien d'incohérent. Les personnes bricolent plus quand il fait chaud, quand il fait froid. Et je pense que c'est lié à ça. Je ne suis pas allé chercher en détail sur l'entreprise pourquoi c'était aussi cyclique. Mais clairement, quand on regarde les dates et qu'on sait qu'ils sont dans le monde du bricolage, on arrive à peu près à comprendre. On va voir ensuite les résultats nets. Et là, de la même façon, on est cyclique puisque ça suit le chiffre d'affaires. On va voir que les marges sont plutôt constantes. Donc, ils gèrent vraiment bien leur business et on a une augmentation dans le temps qui est pas négligeable et de toute façon on regardera après les augmentations dans le temps quand on fera l'analyse chiffrée. Si on regarde ensuite les marges du coup qui vont nous permettre de lier le chiffre d'affaires et le résultat net, on voit que historiquement on est sur à peu près 34 en brut. On voit qu'ensuite en opérationnel et en net, on a eu une belle augmentation depuis les années 2010 et on est venu se stabiliser à partir de 2017 autour de 14-15% en marge opérationnelle et autour de 10% en marge nette. Ce qui pour de la grande distribution, alors c'est pas tout à fait de la grande distribution puisque c'est des spécialisés dans le bricolage, donc c'est de la grande distribution spécialisée, c'est quand même pas mal d'avoir 10% de marge nette. Honnêtement, si vous comparez ça avec un Walmart, c'est beaucoup plus élevé. On va maintenant regarder le dividende et aussi rachat d'actions. Donc clairement, on voit que l'entreprise, elle augmente son dividende depuis de nombreuses années et on se balade sur un rendement qui est toujours autour de 2% historiquement. En tout cas, après les 2010-2012, on voit qu'il s'était passé beaucoup de choses durant la crise des subprimes, mais je préfère regarder ce qui s'est passé depuis que l'entreprise s'est stabilisée vers 2011-2012 et qu'elle a repris sa très forte croissance. Pour ce qu'il en est de la croissance du dividende chaque année, ici vous avez en composé donc la croissance à partir de 2007 et si je remonte à partir de 2011-2012, on serait à plus de 15% de croissance annuelle et on voit que ces dernières années, ils ont continué à très bien l'augmenter. Par contre, si vous prenez sur le long terme, on se balade globalement autour de 10%, ce qui est clairement excellent. Donc l'entreprise augmente vraiment son dividende chaque année. Ça m'amène aussi à vous montrer la performance de l'entreprise avec les dividendes réinvestis contre le S&P 500. Et donc si je zoome un petit peu et qu'on regarde, on voit que là je me suis placé au niveau de début 2015 et l'entreprise elle a fait avec les dividendes réinvestis 250%, sans les dividendes réinvestis 212% contre 100% pour le S&P 500. Donc l'entreprise a clairement eu une meilleure performance que le S&P 500 ces 8 dernières années. Et si je remonte plus loin jusqu'à partir de 2011, donc à partir du moment où l'entreprise s'était reprise du crack des subprimes à peu près, eh bien on voit qu'on est à 800% de retour sur investissement sans les dividendes, à plus de 900% avec les dividendes réinvestis. Donc on voit que les dividendes ont clairement un impact sur le long terme lorsqu'on les réinvestit. Et si vous prenez le S&P 500, on est à 220%. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, l'entreprise a été plus performante que le S&P 500 sur ces 10 dernières années. Maintenant, le rachat d'actions, c'est une entreprise qui, de façon constante, rachète des actions. Donc, on le voit, ces dernières années, on est autour, on va dire, de 2%. On a eu là un petit trou au niveau de 2021, puis ils ont recommencé. Donc, en plus du dividende, ils utilisent leur cash flow, leur free cash flow, pour clairement racheter les actions. Et c'est donc du retour sur investissement pour les investisseurs. Je vous propose maintenant de passer au ratio de prix, puisque là, on a regardé que l'entreprise avait clairement plutôt une belle croissance, qu'elle était bien gérée, qu'elle payait un bon dividende, qu'elle rachetait des actions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter parce qu'on ne sait pas combien elle coûte maintenant. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a regardé des indicateurs qui nous montrent la performance passée de l'entreprise, mais on ne sait pas combien on doit la payer aujourd'hui pour faire un retour sur investissement dans le futur, qui serait meilleur, par exemple, que le risk reg, donc par exemple meilleur qu'une obligation. Sinon, autant acheter une obligation si c'est pour faire du 3% avec les dividendes réinvestis dans le futur. Et donc le seul moyen de savoir combien il faut la payer pour faire ce retour sur investissement, c'est de projeter selon notre avis dans le futur combien l'entreprise va gagner. Regardez aujourd'hui, il faudrait combien la payer pour faire par exemple 10% par an si c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on passe au ratio de prix. Tout d'abord, le price to sales, on voit que l'entreprise le ratio a vraiment augmenté ces dernières années. Si vous prenez il y a 10 ans, c'est une entreprise qui se payait autour de 1 et aujourd'hui elle se paye plus autour de 2. Donc clairement l'entreprise est plus chère qu'historiquement. On va retrouver la même tendance sur le PI. On voit que l'entreprise aujourd'hui elle est clairement à un PI qui allait autour de 20, on se balade autour de 20, alors que si vous remontez à l'époque, on était clairement plus autour de 15 sur les premières années à partir de 2010, 2011, 2012. Donc encore une fois, on retrouve le fait que l'entreprise est valorisée un petit peu plus cher qu'à l'époque.
Et enfin, on va aller voir le prix par rapport au flux de trésorerie disponible. Et là, on remarque la même chose. On voit que historiquement, jusqu'en 2019, on était sur un prix par rapport au flux de trésorerie disponible entre 15 et 20. Et là, depuis 2 ans, on a explosé. Alors, deux raisons. Le prix de l'action est bien monté, évidemment, même s'il a rebaissé récemment. Et regardez surtout, le free cash flow a lui explosé. Donc, il faudrait quand même, pour moi, compter plus les dernières années. Et on voit qu'ici, le free cash flow, il est redescendu en ligne par rapport à ce qu'on avait en 2020. En gros, pas trop regarder 2021. Et on voit que si on revient sur les niveaux comparables avant 2020, en 2022 du coup, on a quand même un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui est à 30, alors que si on prend 2 ans plus tôt pour un free cash flow équivalent, on était autour de 18-20. Donc l'entreprise est aussi, encore une fois, plus chère qu'il y a quelques années. Et d'ailleurs, ça se retrouve très bien sur le graphique globalement. Si on va voir l'entreprise lâchée en semaine, et si vous prenez avant le crack de 2020, on est toujours en hausse quand même de plus de 20% malgré la baisse, et on était monté jusqu'à plus 70% par rapport à il y a 2 ans. Donc on retrouve toujours cette forte augmentation de la valorisation sur ces dernières années. Nous voilà maintenant sur l'Excel sur lequel j'ai fait des projections, des résultats et aussi un DCF, et on va regarder rapidement combien je voudrais payer l'action. L'objectif, c'est pas d'y passer 1 heure sur l'Excel, c'est vraiment de vous donner rapidement les chiffres. Donc depuis 2019, on a eu une augmentation aussi bien du chiffre d'affaires que du résultat net entre 11 et 13% par an en composé, ce qui est très élevé. Et on a eu une marge nette stable autour des 10%. La marge nette, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est très stable, donc je vais la conserver à 10%. Par contre, cette augmentation des revenus, moi, je vais vraiment pas me mettre aussi élevé. Déjà parce qu'on a vu qu'il y avait un ralentissement sur l'immobilier, et ensuite parce que si je remonte très loin historiquement, donc là, vous voyez, je suis remonté jusqu'en 2007, on voit que l'entreprise, si je vous montre les calculs en composé, elle a fait une augmentation du chiffre d'affaires, donc sur cette très longue période, plutôt autour de 4 à 5% par an, et sur les résultats nets, plutôt autour de 7% par an. Et vous voyez, si je viens juste sur les dernières années, en 2018-2019, là, on retrouve des chiffres très élevés, avec plus de 10% de croissance annuelle. Mais ça a vraiment été ces dernières années. Et moi, personnellement, je préfère regarder sur le long terme parce que je pense que l'entreprise pourrait retraverser des temps plus difficiles que ce qu'elle a eu ces dernières années avec tout l'argent qui a été injecté. Et si on a vraiment une grosse baisse de l'immobilier, je pense qu'ils seront impactés. C'est là aussi qu'on est toujours sur les limites, c'est mes chiffres à moi. Vous ne pouvez pas les copier, vous devez faire vos propres chiffres, puisque ce n'est que mon avis, et au final, c'est mon argent que j'investis si je décide de l'investir. Bref, je continue. Donc moi, j'ai pris 5% de croissance, qui est un petit peu plus haut des 4,5 qu'on a constaté en composé. Ensuite, j'ai le prix de l'action à 295 $, le nombre d'actions. Je continue à racheter 2% d'actions par an. Je me mets une marge de sécurité autour de 10%. On voit ensuite qu'au niveau donc, des PI, pour mes projections, je vais prendre 10, 15 et 20. Donc là, je dis combien je vais vouloir la revendre dans quelques années, dans 5 ans par exemple, dans ce cas précis. Et je me mets entre 10, 15 et 20, tout simplement parce qu'historiquement, je vous ai mis le graphique ici à droite, on voit qu'on se balade entre 10 et 20 de PI. Personnellement, je vais plutôt me mettre sous les 15 parce que s'il y a des difficultés économiques, eh bien, les valorisations ont tendance à baisser. Et donc, si on prend l'entreprise, si je voulais faire par exemple un fois 1,6 en 5 ans, ce qui correspondrait en fait à 10% par an en composé, il faudrait que je paye certainement l'action autour des 200 $, peut-être 180, pour me retrouver, si je prends un PI de 15, environ au niveau de ces cases-là. Maintenant, on va aller voir en DCF et on va retrouver à peu près les mêmes valeurs. Sur le DCF, la même chose, je suis allé voir historiquement ce qui s'est passé sur le free cash flow. On voit que sur les 3 dernières années, on a une augmentation en composé de 9,31%, ce qui est très élevé. Et donc, je suis allé remonter encore une fois sur le très long terme pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe aussi quand on traverse des périodes plus difficiles sur ce business, comme en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Et donc, ces graphiques que je vous ai mis en dessous, je me suis amusé à le faire. Le free cash flow, si je pars de 2007 et que je vais jusqu'à nos jours, en croissance composée, on était plutôt autour des 5,90% ou des 6%. Donc moi, c'est clairement une valeur sur laquelle je vais partir parce que je veux être très prudent dans mon analyse, parce que je pense que le business, sur le moyen terme, pourrait avoir des difficultés avec l'immobilier qui baisse. C'est ma conviction, chacun aura la sienne. Donc ensuite, j'ai rentré le free cash flow récent qui d'ailleurs, si vous regardez en 12 mois glissants, a fortement baissé puisque on était en 2022 à plus de 14 milliards et aujourd'hui on est à 10 milliards en 12 mois glissants. J'ai mis une analyse sur 5 ans, j'ai repris mes 6% de croissance personnelle, mon avis du free cash flow. J'ai racheté aussi 2% d'actions comme sur l'autre analyse. Je me suis mis à un price to free cash flow parce qu'encore une fois, je dois estimer combien on va l'acheter dans le futur sur le marché si je veux la revendre. Et je me suis mis tout simplement à 20 parce que si vous regardez historiquement, on voit que ces dernières années, on est très élevé, mais on était plutôt entre 15 et 20. Donc en mettant 20, d'ailleurs, je suis un tout petit peu généreux à mon avis. Mais bon, après, voilà, il faut faire des choix. Et donc, ça veut dire que l'entreprise, il faudrait que je la paye sans marge de sécurité autour de 180 $ et avec une marge de sécurité de 10%, sachant que j'ai déjà été assez raisonnable sur les chiffres, j'ai mis des croissances beaucoup plus faibles parce que je me suis basé sur le très long terme, sur ce qui s'est passé historiquement sur cette entreprise. Et voilà, il faudrait que je la paye en gros entre 160 et 180 $. Donc, l'analyse DCF
me montre qu'il faudrait que je la paye un peu moins cher que l'autre façon que j'ai eu de projeter les revenus dans le futur. Mais je suis pas non plus étonné de trouver une projection sur le free cash flow qui soit moins performante que sur les earnings, tout simplement parce que vous regardez le free cash flow, je pars d'une valeur qui est quand même assez basse, parce que si vous regardez sur les derniers mois, et ben clairement il a bien retombé, alors que si on va voir les earnings, on voit que eux ils ont beaucoup mieux tenu. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il y en a une qui me sort un prix un petit peu plus bas que l'autre, mais moi j'aime toujours faire les deux. Ce sont des modèles au final qui se ressemblent un petit peu. Dans un, je projette les résultats nets dans le futur, je détermine ensuite combien on pourrait me la racheter en termes de PI, donc le prix par rapport au résultat net, et l'autre méthode de faire, et ben, je projette mon cash flow, je ramène dans le présent en voulant faire du 10% par an, et ensuite je regarde combien je vais la vendre dans le futur, c'est-à-dire donc avec un prix par rapport au free cash flow, et ça me permet de savoir dans le présent combien je dois la payer. Je vous propose maintenant d'aller faire une petite conclusion, on en aura fini avec cette vidéo qui a été beaucoup plus longue que ce que je le pensais. Bref, clairement, c'est un business qui est bien géré et qui a eu une très belle performance ces 10-15 dernières années. Il n'y a rien à dire, je trouve que le business est bien géré, augmentation du dividende constant, le management il est plutôt sérieux, les marges sont bien maintenues, les stocks sont bien gérés, etc. Donc vraiment, plutôt un très beau business. Par contre, la valorisation, elle est clairement montée. Et ces business, c'est pas étonnant non plus, ils ont eu tendance à être de plus en plus valorisés parce que les actions à dividendes croissants sont de plus en plus populaires. C'est aussi des business qui sont très solides, qui sont là depuis longtemps. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une entreprise qui est très bien placée dans le S&P 500, donc forcément c'est une grosse entreprise qui pèse plus de 300 milliards de capitalisation boursière, donc c'est pas une petite entreprise. D'où le fait que ce soit de la qualité et que je pense que ce soit un petit peu surévalué, en tout cas pour moi au prix actuel. Ensuite, je dirais clairement qu'il va avoir de l'impact à cause du marché immobilier sur le court terme, mais sur le très long terme, c'est pas le genre de business qui m'inquiète. Je pense que c'est un business qui va pas disparaître demain. Par contre, voilà, faut la payer au bon prix. On voit qu'aujourd'hui, à 295 dollars, pour moi, c'est vraiment élevé. Et il faudrait qu'elle corrige de peut-être 30 à 35% pour que je commence à vraiment la considérer dans un portefeuille à actions à dividendes. Donc oui, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser, mais pas à ce prix. Et donc voilà, ce sera un petit peu ma conclusion. Et je préciserai quand même que je suis exposé dans le S&P 500 sur cette entreprise à hauteur de 0,95%. Donc pour chaque 100 euros que je mets, il y a presque 1 euro qui part juste sur cette entreprise dans le S&P 500. Donc c'est pas comme si j'étais totalement non investi sur cette entreprise. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Elle était un petit peu longue, mais je voulais vraiment rentrer quand même en détail et vous expliquer un petit peu pourquoi je pensais que l'entreprise pourrait être impactée par l'immobilier et puis aussi la valorisation actuelle. N'oubliez pas de vous abonner pour rien ne manquer des prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous trouverez aussi des liens dans la description pour approfondir vos connaissances en matière de bourse et de développement personnel si ça vous intéresse. Et sur ce, bien écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans une prochaine vidéo.